l'abstention, et c'est ça qui est important, hein, c'est une des raisons pour laquelle c'est un sujet majeur, l'abstention produit des effets. Et l'abstention produit deux types d'effets qui sont partiellement associés. Elle produit un effet de sélection sociale très très fort. C'est-à-dire que plus l'abstention augmente, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais plus l'abstention augmente et plus le corps électoral perd de sa représentativité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir bien à l'esprit. Et de ce point de vue-là, on est dans une société au sein de laquelle les inégalités sociales de participation politique connaissent une hausse extrêmement importante. Hein, on parle toujours, enfin toujours, non, pas tant que ça, évidemment loin de là, mais le thème des inégalités sociales, le thème des inégalités économiques, bon, est un thème qui est relativement présent malgré tout dans le débat public. On pourrait vouloir qu'il le soit encore plus, mais il est relativement présent. Les inégalités de participation politique, les inégalités politiques, c'est un sujet qui est quasiment absent. C'est un sujet dont on ne parle presque jamais, alors que ce sont, à mon sens, hein, des inégalités qui sont à prendre très au sérieux, ne serait-ce que parce que j'ai l'intime conviction qu'elles sont corrélées aux autres types d'inégalités. C'est parce que certains milieux sont moins politisés, sont moins mobilisés, sont moins participationnistes, aussi que leurs intérêts sont moins pris en compte. Et donc il y a une relation logique, causale entre les deux. Et c'est là que l'abstention, parmi d'autres phénomènes, hein, l'abstention parmi d'autres phénomènes est quelque chose à prendre très au sérieux. C'est-à-dire qu'en gros, si l'abstention se distribuait au hasard, de manière aléatoire dans la société, donc si ceux qui votent étaient plus ou moins représentatifs, mais un tant soit peu représentatifs de ceux qui ne votent pas, finalement ce serait un sujet plus secondaire, sans doute moins décisif. Ce qui est important, c'est que toute hausse de l'abstention, hein, ça fait toutes les études le montrent, et depuis toujours, hein, c'est pas du tout un phénomène nouveau, ou c'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est-à-dire que depuis qu'on étudie ce phénomène, ce qu'on constate, avec une régularité presque absolue, c'est que toute hausse de l'abstention produit une hausse des inégalités de participation politique. À l'élection présidentielle, il y a des inégalités politiques. Il suffit d'ailleurs de comparer les bureaux de vote. Hein. Vous comparez un bureau de vote d'une cité populaire avec un bureau de vote d'une banlieue résidentielle aisée ou d'un quartier de centre-ville, vous verrez, il y a des différences de participation, même à la présidentielle, d'une dizaine, une quinzaine de points. Donc il y a toujours des différences de participation. Mais ces différences, elles explosent dès les élections législatives, hein, puisqu'on le sait, depuis le quinquennat et depuis l'inversion du calendrier, ces élections sont marquées, elles aussi, par une abstention considérable. Je rappelle qu'il y avait quand même presque 60% d'abstention lors du second tour des législatives qui ont élu le Parlement actuel, donc 70% si on ajoute les non-inscrits. Donc il y a un tiers des Français qui ont désigné les députés, et donc en gros ces députés ont été élus par la moitié d'un tiers, 20%, 15-20% des Français. Enfin, voilà. Mais pour revenir à mon propos, dès les législatives, on a un basculement, une progression absolument considérable des inégalités démographiques et sociales de participation électorale. En gros, à la présidentielle, pour prendre une tranche d'âge, qui est une tranche d'âge particulièrement importante pour vous d'ailleurs, parce qu'elle vote, elle a beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon en 2017, l'abstention chez les jeunes à la présidentielle, elle est un peu supérieure à ce qu'on enregistre chez les seniors. En France, c'est à 70 ans qu'on atteint le maximum de participation électorale. C'est l'âge où on vote le plus, ça tombe bien, c'est un chiffre rond. C'est à 70 ans, là on est au pic de participation. Bon. Mais si vous prenez la présidentielle, l'écart de participation entre les 20-30 ans, les 18-30 ans et les 60-70 ans, il n'est pas considérable. C'est quelques points d'écart, au maximum une dizaine, ça dépend des élections, mais il n'est pas considérable. Aux législatives, 6 semaines plus tard, cet écart passe à 40 points. Et là, 40 points, ça devient absolument considérable. Et vous avez à peu près la même chose si vous regardez le vote par classe sociale, par catégorie sociale. Vous verrez qu'à la présidentielle, entre les cadres et les ouvriers, il y a un écart de participation. Hein. Il y a toujours une surreprésentation des catégories supérieures, mais elle est relativement faible jusqu'à présent. Ce qui est logique, hein, il y a 80% de votants, etc. Donc, de toute façon, l'abstention est contenue. Dès qu'on bascule sur les
législatives, l'écart passe à 20, 25, 30 points selon les catégories. Et évidemment, quand vous cumulez les facteurs sociologiques prédictifs de l'abstention, ben vous vous apercevez qu'il y a des profils sociaux qui disparaissent. Par exemple, aux dernières élections régionales, si vous êtes jeune, de milieu ouvrier, et que vous avez fait une filière de formation courte, un bac professionnel, etc., il n'y a pratiquement aucune chance que vous ayez voté. Et quand je dis aucune chance, ce n'est pas une exagération, c'est un modèle probabiliste statistique qui vous le montrera. Vous êtes à quelques pourcents de chances d'avoir voté. Et évidemment, à l'inverse, si vous êtes retraité, si vous avez suivi des études supérieures, si vous appartenez aux classes supérieures, etc., c'est-à-dire en gros un médecin retraité, un professeur retraité, un notaire retraité, etc., les chances d'avoir voté, même à des élections aussi abstentionnistes, sont très élevées. On arrive à 70-80% de chances. Et donc, je pense que la première chose à retenir, c'est que plus l'abstention augmente, plus les inégalités sociales de participation électorale et les inégalités démographiques augmentent. Et après, il y a tout un tas d'autres phénomènes, mais il y a tout simplement la politisation. On sous-estime, en général, les inégalités sociales de politisation. Alors, la politisation, elle est elle-même fortement liée aux études. C'est pour ça que les plus diplômés votent plus. C'est pour ça qu'après l'âge, le deuxième facteur qui est le plus prédictif en matière de participation, c'est le niveau d'études. Mais parce que le niveau d'études, en réalité, c'est un indicateur d'un niveau de connaissance politique, d'un niveau d'information, d'un niveau de politisation. Et là, on retrouve quelque chose qui est finalement un enjeu de longue durée, qui était un enjeu fondamental du mouvement ouvrier et qui est un enjeu fondamental pour les organisations politiques qui cherchent à mobiliser les classes populaires, c'est que les classes populaires sont moins informées et moins politisées que la moyenne. Et de ce point de vue-là, il y a un désavantage concurrentiel à chercher à mobiliser des publics qui sont plus difficiles à mobiliser. Les conséquences politiques de l'abstention, elles sont, elles aussi, alors c'est lié, c'est logique, enfin, je veux dire, vous avez un corps électoral qui n'est plus du tout représentatif quand l'abstention progresse, et dont les préférences politiques ne sont plus, elles non plus, du tout représentatives. Je me suis amusé à faire un test avec Raphaël Knouch, avec qui je travaille. On s'est amusé à faire on a regardé, sur la base d'une enquête sur un gros corpus représentatif, etc., de voir ce qui se serait passé si les électeurs des régionales, si seuls les électeurs des dernières élections régionales avaient voté au premier tour de la dernière présidentielle. En gros, si on avait eu le corps électoral à la présidentielle qu'on a eu aux régionales. Et les résultats auraient été, d'abord l'ordre aurait été modifié, en partie, et les résultats auraient été très sensiblement différents. Si on avait été dans cette situation, oui je conclus, si on avait été dans cette situation, Emmanuel Macron aurait fait plus de 26%. Donc il aurait vu son score progresser. Et François Fillon aurait fait 23%, serait arrivé second, et donc on aurait eu un second tour opposant Emmanuel Macron à François Fillon. Marine Le Pen n'aurait été que troisième avec, de mémoire, je crois, 18 ou 19% des voix, et Jean-Luc Mélenchon aurait eu 14% des voix. Donc si vous voulez, ce type de projection rétrospective montre au final à quel point, et c'est une de mes convictions profondes, mais je crois qu'elle est quelque part vérifiée par tous les scrutins, à quel point une élection, ce n'est pas tant, et ce n'est peut-être même pas principalement convertir des électeurs, convaincre des électeurs, c'est déjà réussir à mobiliser les publics, les segments qui sont proches de nous, qui ont envie de voter pour nous, etc. C'est-à-dire c'est dans la mobilisation électorale que se joue l'élection. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Yves Dormagin pour cette étude, ces explications liées à cette abstention. Effectivement, la conclusion, le débouché politique de votre exposé, c'est qu'il faut d'abord s'attacher à convaincre les abstentionnistes pour que la gauche ait une chance de gagner et d'être en tout cas au second tour.